Aujourd'hui dans cette vidéo, on va parler de la déclaration de la ministre déléguée à la ministre de la Transition écologique auprès du logement. Ça c'est compliqué. Elle a fait une déclaration, elle a dit ça. Nous devons désormais l'affirmer de façon claire. Le modèle à l'ancienne du pavillon avec jardin dont on peut faire le tour n'est plus soutenable et nous mène à une impasse. Alors, que faut-il comprendre de cette phrase? Et puis surtout, quels impacts pour vous en tant qu'investisseur qui voulez acheter de l'immobilier? Est-ce qu'il faut fuir les pavillons individuels? C'est ce qu'on va essayer de comprendre dans cette vidéo. Alors juste avant de démarrer la vidéo, si vous voulez qu'on éclate le nombre de maisons individuelles, mettez un like, comme ça on montrera à la France d'en haut qu'on aime bien vivre quand même dans nos petites maisons avec nos petits jardins. Alors déjà ce qu'il faut comprendre, c'est que l'écologie est de plus en plus au centre de l'immobilier. Il y a eu la réforme du DPE, avec le fait qu'il soit beaucoup plus dur maintenant. Il y a les fameuses normes RT qui se durcissent tous les 3 ans, 5 ans. Et il y a notamment l'interdiction de louer qui va être mise en place progressivement pour les logements les plus énergivores. Donc en tant qu'investisseur, bien entendu, vous avez à vous préoccuper de cela pour tout simplement avoir la chance de pouvoir louer votre logement à un locataire à l'avenir. De plus, la performance énergétique devient un critère de décence du logement, ce qui fait qu'on va voir dans le futur des locataires qui attaquent leurs propriétaires en invoquant le fait que le logement est indécent. Et ça ne veut pas dire qu'il n'est pas propre, que les travaux n'ont pas été faits, que la peinture n'est pas belle, mais c'est juste qu'au regard des critères qui ont été mis en place par la loi, le logement pourra être prononcé comme indécent, donc forcer le propriétaire à faire des travaux. Alors notamment dans un article paru sur Le Figaro, on reparle de la polémique de la déclaration de la ministre en question, Emmanuelle Wargon, parce qu'elle a fait polémique en déclarant que c'était la fin de la maison individuelle dont on peut faire le tour. Donc c'est la fin des pavillons classiques tels que l'on les connaît. Mais là où le bas blesse, c'est que très vite les gens ont été fouillés et ont trouvé que il se trouve qu'elle habite elle-même dans ce type de maison. Alors évidemment c'est contradictoire avec le propos qu'elle tient, mais bon, si on est un peu objectif, ça ne l'empêche pas de dire que ce n'est pas une solution d'avenir écologique tout en habitant dans ce genre de logement. On n'est pas à une incohérence près et ça ne l'empêche pas de tenir ce genre de discours. Après évidemment, elle a fait un tweet pour expliquer que ce n'était pas ce qu'elle avait dit et puis pour finalement dire un peu plus tard que ce qu'elle disait, elle avait quand même bien raison de le dire. Alors on va reparler de tout ça de manière factuelle parce qu'au final, cette ministre en particulier, on s'en fout un petit peu, mais c'est de comprendre un petit peu quelle est la logique et pourquoi est-ce qu'elle a dit ça à ce moment-là. Alors, il se passe un phénomène d'urbanisation et de densification autour des villes. On peut évoquer une étude de l'INSEE parue en octobre 2020 qui démontre qu'en fait, il y a de plus en plus de personnes qui vivent en périphérie des zones urbaines et que donc c'est un phénomène de masse. Cette même étude dit que 8 personnes sur 10 résident dans une unité urbaine et près de 5 sur 10 dans une unité urbaine de plus de 100 000 habitants. Donc on voit bien que les gens habitent près des villes. Et pourquoi est-ce qu'ils habitent près des villes? C'est pas parce que ça leur fait plaisir, c'est souvent qu'ils vont y trouver l'activité économique, les services et tout ce qu'on peut imaginer dont on a besoin pour vivre autour de ces villes-là. D'après cette même étude de l'INSEE, on observe aussi quand même qu'il y a plus de 32% de la population qui vit dans des très petites villes, ce qui fait de la France un des pays les plus ruraux d'Europe, juste derrière la Pologne, ce qui est quand même assez frappant parce qu'on ne sait pas forcément une image qu'on a de nous-mêmes. On relativise un petit peu les chiffres puisqu'on voit aussi que en fait il n'y a que 13% de Français qui sont dits ruraux sans connexion à la grande ville. Donc ça relativise un petit peu les choses. Mais on a quand même au final 7 Français sur 10 qui sont urbains et donc 2 sur 10 qui sont ruraux connectés à une grande ville et donc seulement 1 sur 10 déconnectés d'une grande ville. Nicolas Hulot, dans un article de janvier 2020, faisait aussi le constat qu'il y avait un étalement urbain et que donc il y avait une artificialisation des sols, qu'il y avait une urbanisation grandissante, la création d'espaces résidentiels souvent sans âme et que cela était un phénomène qui avait pris de l'ampleur sur les 10-15 années qui étaient écoulées. Donc ce que l'on observe, c'est que les Français, quand on les écoute, veulent une maison. Déjà, ils veulent un cadre de vie le plus proche possible de la nature, ce qui est quand même la base aussi de l'écologie, c'est de vivre en harmonie avec la nature. C'est pas forcément de vivre dans un grand centre-ville entouré de tours en béton. Ils veulent ce cadre de vie, ils veulent avoir une certaine autonomie autant que possible dans leur activité au quotidien et donc ne pas dépendre de la voiture.
Les gens aussi partent des villes, ça c'est aussi un phénomène que l'on constate, ils partent des centres-villes plus précisément. Alors on peut évoquer plusieurs facteurs, on a eu des chiffres d'ailleurs assez impressionnants de la part de la ville de Paris récemment, qui a perdu plus de 6000 élèves en une année. Donc il y a Paris qui se retrouve à fermer des écoles, puisqu'en fait il y a de moins en moins d'élèves, sachant que les stats normalement c'est qu'ils perdent 2500 élèves chaque année. La ville de Paris perd des élèves parce que les familles ne peuvent pas rester à Paris pour la plupart. À cause de quoi? À cause des prix de l'immobilier. Voilà, tout simplement, lorsqu'on ne peut pas se permettre d'avoir un 2 ou un 3 pièces à Paris, on part ailleurs. Alors souvent, les gens ne partent pas bien loin et ils partent dans ce que décrit la ministre, dans des pavillons résidentiels un petit peu plus loin, 10, 15, 20 km autour des grandes villes. Tout simplement qu'ils veulent évidemment profiter des prix plus bas, mais ils veulent peut-être aussi offrir à leurs enfants un cadre de vie peut-être plus agréable, pouvoir aller se promener au parc sans croiser un toxico, et puis voilà, avoir une vie qui permette à leurs enfants de grandir proche de la nature encore une fois. Donc là, ce qu'on voit, c'est qu'en fait, il y a les deux phénomènes qui se recoupent. D'un côté, les gens veulent vivre au contact de la nature, et puis de l'autre, ce qu'on leur dit, c'est que en étant au contact de la nature, c'est-à-dire dans des maisons avec un peu de jardin, etc., pas dans une grande ville, en fait, on leur dit vous n'êtes pas écologique. Donc il y a une double contrainte, un double message contraignant qui est envoyé en fait tout simplement aux gens. Évidemment, ce que dit la ministre a du sens. Évidemment qu'il vaut mieux vivre dans des tours, prendre moins d'emprise au sol, tout avoir à proximité à pied en étant dans un centre-ville, que d'avoir des centaines de maisons avec chacun leur bourg de jardin, etc., etc. Ça, on comprend dans la logique. Mais bon, on comprend aussi que dans une approche locale, il vaut mieux avoir peut-être des pavillons organisés autour d'une vie locale, d'une production locale et d'une consommation locale, peut-être que de vivre dans des villes ou dans des grandes villes, ou une ville comme Paris par exemple, si on lui coupe les routes, au bout de 5 jours, il n'y a plus de nourriture dans la ville. Donc il faut peut-être réfléchir à tout ça et sortir peut-être de la culpabilisation des gens, comme de la même manière que le discours écologique de base consiste à vous faire culpabiliser parce que vous avez fait 10 km en diesel, alors qu'en fait, on sait très bien que le problème ne vient pas de là, d'autant que la France est un des pays les plus vertueux en termes d'écologie et qu'on n'est pas les seuls dans le monde. Bien entendu, il ne s'agit pas de se retrancher derrière ça pour ne rien faire, mais il faut trouver un juste milieu, une manière d'approcher les choses qui permettent à chacun de vivre librement, de profiter de sa vie et de faire des choix de vie aussi qui sont en accord avec ses valeurs. Donc d'un côté, on vous dit allez vivre en ville parce que l'étalement urbain n'est pas écologique, mais de l'autre, quand vous êtes en ville, le seul truc dont vous avez envie, c'est de l'espace et c'est de la nature. Alors au final, est-ce que la maison n'est pas finalement la solution écologique en ayant des maisons et des constructions qui sont écologiques et respectueuses, en ayant une vie locale qui se développe? Est-ce que c'est pas finalement ça la meilleure solution possible en termes d'écologie et qui soit durable? Alors on le verra, on verra quelle est la direction que ça prend, mais c'est en tout cas ce que semble vouloir dire le message de cette ministre qui n'aurait pas dû sortir de cette réunion professionnelle si personne ne l'avait relevé. De toute façon, il ne faut pas oublier que l'écologie, à la base, c'est vraiment pas quelque chose de social. La solution à l'écologie, tout le monde la connaît, mais évidemment, elle n'est pas entendable, c'est qu'il y ait moins de personnes sur cette terre. C'est la seule solution viable. Toutes les autres solutions que nous essayons de mettre en place, on voit bien qu'elles ne donnent aucun résultat. On pensait que l'économie tournée autour des services allait faire baisser la pollution, ça ne fait rien baisser du tout. On pensait que les progrès technologiques, la voiture électrique allait faire baisser la pollution, ça ne fait rien baisser du tout. Donc la solution n'est pas là. La solution, elle est clairement antisociale puisque la solution la plus écologique après le fait de réduire la population, c'est d'augmenter la consommation et le prix de tout ce que vous consommez, donc d'augmenter le prix du carburant pour vous déplacer moins, d'augmenter le prix de tout ce que vous consommez pour que vous en achetiez moins et qu'on en déplace moins entre les usines et chez vous. Donc c'est une solution qui est antisociale au possible et qui évidemment personne ne dira les choses de cette manière-là parce que vous n'avez pas envie d'entendre cela. Alors, qu'est-ce qu'on peut tirer comme conclusion de tout cela, de cette annonce, de ce constat et de ce désir des Français d'être au contact de la nature? Moi, je pense qu'il y a clairement une opportunité d'investissement. Elle a déjà été exploitée par certaines personnes. Hein, ça reste encore très minoritaire, mais ça existe déjà. Et l'opportunité, elle est extrêmement simple. C'est de prendre ces fameuses maisons, surtout les plus anciennes qui sont un peu délaissées, de les améliorer
en performance énergétique, donc isolation, etc., etc., et de les transformer en co-living agréable. Donc on a aujourd'hui les gens qui ont envie d'avoir de l'espace, d'avoir du jardin, d'avoir un barbecue dehors, de pouvoir vivre localement, et je pense que ça répond clairement à une attente. Voilà, donc je pense que les co-living bien faits dans des zones qui sont adaptées, c'est-à-dire des zones où la personne peut vivre sans voiture, à pied ou en vélo, en faisant quelques mètres, quelques dizaines de mètres, quelques centaines de mètres pour aller s'approvisionner. Voilà, des zones comme ça, ce n'est pas le cas malheureusement de toutes les zones périurbaines, mais lorsque c'est adapté, je pense qu'il y a clairement de très beaux coups à faire, à racheter ces vieilles maisons, à les réhabiliter et à les mettre en co-living pour soit des populations de jeunes actifs, soit des populations plus âgées, beaucoup plus âgées, qui là aussi cherchent des solutions pour continuer à vivre, à avoir une vie de qualité tout en étant autonomes. Donc là-dessus, dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi si vous avez déjà réalisé ce type de projet, mais clairement, je pense que c'est une situation d'avenir. Aujourd'hui, lorsque vous avez le choix entre vivre dans un centre-ville ou vivre avec un peu de verdure, c'est clair qu'au bout d'un certain temps, lorsque vous avez vécu tout ce que vous aviez à vivre dans un centre-ville, très vite va venir le désir, le besoin, l'envie de se mettre un petit peu au vert, d'avoir une vie de meilleure qualité, une vie où vous puissiez justement vivre à pied, être en sécurité, avoir de l'espace, tout ce que j'ai déjà évoqué. Donc tout cela pour vous dire que je pense que la déclaration de la ministre n'est pas du tout anodine. Elle ne va pas toute seule avec ses petites mains mettre fin à la maison individuelle. Par contre, je pense que c'est clairement un ballon d'essai en termes de communication pour voir comment les choses sont reçues et pouvoir éventuellement rebondir avec des propositions, des incitations fiscales comme toujours pour aller dans ce sens du resserrement urbain. Bien entendu, l'idée, je pense, quand on va dans des petites villes ou dans des villes moyennes ou en périphérie, c'est pas de se retrouver dans des immeubles et dans des tours où tout est encore bétonné, comme c'est le cas en centre-ville, pour être concentré avec une forte densité. Je pense que ça ne répond pas aux besoins et aux attentes des gens. Si c'est le cas, il va autant aller dans des villes où c'est déjà comme ça dans le centre et de se placer dans ces villes-là pour avoir la qualité et la densification des services qui est associée. La plupart des gens sont prêts à aller en périphérie en faisant le sacrifice d'avoir moins de services, moins de restaurants, moins de choses, moins de cinéma, moins de tout ce que vous voulez, mais pour gagner en contrepartie des prix, de l'espace, de la tranquillité et de la sécurité. Donc ça, c'est pour moi le pari, et il y a clairement des zones dans lesquelles il y a des très bons coups à faire pour rénover ces maisons-là et les mettre en co-living pour créer de beaux projets bien rentables. Voilà ce que je vais à vous dire. Dites-moi dans les commentaires si ça vous parle, si ça vous dit ce genre de projet, et on échange, on poursuit la discussion. Portez-vous bien, à très bientôt.